Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aux Entrevues Parisiennes. Merci pour l'invitation. Merci. Une opération donc organisée par la Jeune Chambre économique de Paris. Ce soir, nous vous recevons donc Danielle Simonet, candidate pour le Parti de gauche. Le Front de gauche. Le Front de gauche, pardon. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Je vous rappelle le contexte de nos interviews, une vingtaine de minutes, 3 thèmes, la culture, l'urbanisme, l'emploi. Bien sûr, vous êtes libre de gérer le temps de vos réponses. Et à la fin de ces 6 questions, nous pourrons partager un moment avec les membres de la Jeune Chambre économique de Paris. Donc je vous propose de commencer dès maintenant. J'ai pu lire dans votre programme que vous parliez pour la culture qu'il fallait en finir avec le monopole de 70% du budget consacré à la culture, accaparé par uniquement 15 grands établissements vitrines, dont en plus la ville de Paris fait partie des villes qui ont la plus faible part de leur budget consacré à la culture. J'ai pu lire que vous proposiez la création d'un fonds d'aide à la rémunération des artistes. Voilà. Et donc notre question, c'est comment pourrions-nous inciter les Parisiens, les jeunes Parisiens, à bénéficier de l'offre culturelle existante sur Paris? Oui, alors c'est vraiment une question importante parce que à quoi servent nos politiques culturelles? On doit se poser cette question-là. À Paris, comme vous l'avez dit, la ville met en place un budget pour la culture qui est très faible quand on compare avec les autres villes de grosseur importante dans Paris. Et en plus, ça se concentre sur une quinzaine d'établissements, vitrines, phares. Et on se rend compte que la fréquentation de ces établissements, c'est une fréquentation qui révèle finalement une politique assez élitiste. Alors, il nous semble au contraire que la politique culturelle qui est menée par une collectivité, elle doit contribuer à l'émancipation de toutes et tous. Ça veut dire que son objectif, ça doit être de permettre de donner à voir et à partager la diversité des créations et de permettre les confrontations avec les diversités de ces créations et permettre à tous les citoyens et les citoyennes de pouvoir s'approprier socialement la culture. Donc ça demande une politique complètement différente, une politique d'abord d'aide à la création, de démultiplication dans les quartiers de lieux à la fois de création et de partage et d'échange de la culture. Donc on souhaite vraiment développer l'aide aux artistes. Quel est le premier problème que se posent les artistes bien souvent? C'est la question du logement, de l'atelier, quels que soient les domaines artistiques. C'est la difficulté à la fois de se loger et de disposer de lieux pour se rencontrer, créer et faire partager sa création. Donc nous voulons développer des ateliers de résidence, nous voulons développer et soutenir les différents lieux de création. Et il nous semble important d'aider vraiment l'éducation populaire dans les quartiers qui permettent à tous les publics de pouvoir accéder à la création. Et alors là, il y a des contre-exemples dans ce qu'on a pu voir pendant la mandature, puisque moi je suis conseillère de Paris, donc j'ai vu pendant ces dernières années la politique qui était menée. Je veux dire, quand la ville, parce qu'elle se soumet aux baisses des dotations de l'État, à un accompagnement de l'austérité, elle décide de liquider des équipements et de les céder au privé, comme le théâtre de Marigny, ou comme par exemple d'autres... La cinémathèque, ça y est, j'ai oublié son nom. Il y a plusieurs équipements qui ont été abandonnés par la ville, cédés au privé, et il en est sorti autre chose. Vous avez aussi sur des structures associatives, on les soumet à des logiques de marché d'appel d'offres, on les met en concurrence. Et je remarque par exemple dans le 20e une structure qui faisait un vrai travail d'éducation populaire et d'accès à la culture, l'association Trace qui s'occupait de la Forge de Belleville, qui permettait à la fois des ateliers en résidence, le développement de pratiques amateurs, des ateliers avec les enfants, des actions aussi de rencontres entre les artistes, les bailleurs. Et bien cette structure-là, après avoir développé un projet qui me semblait tout à fait innovant, elle a été soumise à la logique du marché d'appel d'offres, hop, à la porte, et on lui plaque à la place une autre structure associative qui est issue d'un autre arrondissement, qui n'a aucun ancrage avec le quartier. Et il me semble que ces approches-là d'aseptisation de nos quartiers et qui mettent en place les structures là où on veut, eh bien, elles ne permettent pas de faciliter, au contraire, une implication citoyenne dans les quartiers. Bien, merci. Alors la seconde question qui concerne la culture, c'était en notre sens, pourrions-nous envisager l'organisation d'une exposition universelle à Paris? Alors, ça c'est intéressant. Les expositions universelles, déjà, je trouve ça intéressant de se rappeler ce que ça a pu être.
c'était contrasté, hein, parce que les expositions universelles, vous aviez au début du siècle, jusque dans les années 30, les expositions universelles et les expositions coloniales, hein, avec les zoos humains. Donc il ne faut pas oublier quel sens on veut leur donner. À l'époque, on était à la fois pour montrer la grande capacité de progrès scientifique et en même temps, le mot universel était quand même assez éloigné à travers les zoos humains de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dépensée des siècles des Lumières. Donc aujourd'hui, si on veut faire une exposition universelle, quel sens on veut y donner à Paris? Est-ce qu'on veut faire une exposition universelle pour permettre à des grands groupes type Vinci, Auchan, Bolloré d'avoir une très forte visibilité, une capacité de faire des profits dans un grand événement de type Disneyland, ou est-ce qu'au contraire on se dit l'exposition universelle, elle doit valoriser des radicalités concrètes, c'est-à-dire des inventivités humaines qui se préoccupent de notre humanité. Donc des innovations, par exemple, qui répondent à l'enjeu écologique de notre écosystème, des innovations artistiques, des innovations sociales qui répondent à la question de l'égalité des droits. Là, ça serait intéressant d'avoir une exposition universelle qui mette en valeur des projets alternatifs. Voilà, moi je serais favorable à cela. Une échéance peut-être Une échéance l'organisation, oui, de cette... Bah écoutez, je sais qu'il y a déjà, un élu de l'UDI et puis Carvounas qui a répondu à la proposition de cette exposition universelle. Ça dépend. Je veux dire, si on veut faire ça sérieusement, il ne faut pas le faire du jour au lendemain. Il faut se donner quand même plusieurs années. Et il faut aussi se préoccuper de quelle est toute la démarche préparatoire à cela. Et c'est pas le même type de démarche si vous pensez faire une exposition universelle qui est adossée aux gros multinationales ou si c'est une démarche universelle qui est adossée aux radicalités concrètes qu'on veut donner à voir et qui existent de par le monde. Voilà. Très bien, merci. Je vous propose d'aborder le deuxième thème, l'urbanisme. C'est une question qui occupe beaucoup de place dans la campagne actuelle de cette année, même si les premières précédentes. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, moi, mais bon. Ça reste toujours suffisant, effectivement, le débat peut être ouvert. Mais on parle beaucoup donc quand même de logement. Alors, il y a les logements sociaux, les logements intermédiaires. Pour vous, quels seraient les moyens qu'on pourrait mettre en place pour proposer un logement à toutes les classes de Parisiens? Alors, déjà, on se rend compte qu'en 2 mandatures, l'exode social s'est poursuivi des classes populaires et moyennes de Paris. L'explosion des loyers s'est poursuivie. Et aujourd'hui, ça devient extrêmement dur de se loger à Paris. Je veux dire, le moindre appartement de 50 mètres carrés, il faut compter au moins un SMIC. Et donc, il faut avoir au moins 3 SMIC pour pouvoir y avoir accès. Moi, je me souviens quand je suis arrivée à Paris, la chambre de bonne, elle était à un quart de SMIC. Aujourd'hui, c'est 3/4 de SMIC. Donc, on est en train de marcher sur la tête. C'est-à-dire que la valeur d'usage d'un appartement est totalement déconnectée de son prix locatif. Et qui plus est quand il s'agit du prix du foncier. Donc la première question que je souhaite porter et que les listes à Paris Place au Peuple souhaitent porter dans cette campagne, c'est de mobiliser pour exiger une loi qui organise la baisse des loyers du privé. Parce que la loi, par exemple, que propose ce gouvernement, la loi Allure du Flot, elle est présentée d'un point de vue communication comme une loi qui va contribuer à baisser les loyers, mais la logique dans laquelle elle est construite reste une logique totalement inflationniste, puisque vous avez les préfets qui vont instaurer un loyer médian majoré de 20%, et en plus avec des clauses ouvertes, qui fait que votre propriétaire, il peut estimer que quand on est dans votre cuisine, là que j'ai vu tout à l'heure, par la fenêtre, on voit un bout de la tour Eiffel. J'ai pas vu ça, mais à ce moment-là, votre propriétaire, il peut vous dire, écoutez, particularité extraordinaire de votre appartement, on vous met 500 € supplémentaires. Et là, vous êtes dans une situation où, vu qu'il y en a au moins 20 qui attendent en bas de la rue, vous êtes obligé de céder ou d'aller voir ailleurs. Et quand vous allez voir ailleurs, vous allez vous retrouver encore dans une autre situation équivalente. Donc on va nous mener une campagne pour exiger la baisse des loyers, parce que ça nous semble totalement indécent que les propriétaires soient garantis d'avoir une rémunération du logement qu'ils louent. C'est normal, mais pas des taux aussi exorbitants, spéculatifs. Voilà, il y a eu une augmentation, par exemple, de 12% des loyers à la relocation en 2010. Est-ce qu'on trouve ça décent? Il faut encadrer. Il y a d'autres périodes en France où on encadrait un certain nombre de prix. Donc nous, on estime que pour répondre à l'intérêt général, déjà, il faut encadrer. Bon, première chose. Deuxièmement, oui, il faut développer une politique en faveur du logement social et le développer en faveur réellement du logement social. En 2 mandatures sur Paris,
qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé les quartiers. Mais bien souvent, on a pris par exemple 3 immeubles dans un quartier, on les a préemptés. Le premier, on l'a vendu au secteur privé pour récupérer de l'argent et pour financer la réhabilitation des 2 autres bâtiments. Et sur les 2 autres bâtiments, il y en a un qu'on a réservé au logement intermédiaire. Et on se retrouve du coup avec une division par 3 de l'offre de logement au loyer accessible pour les catégories les plus populaires et classe moyenne, parce que vous savez que classe moyenne, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière, parce que pour NKM, classe moyenne, c'est 5 000 € par mois de revenus, ce qui est quand même une minorité de Françaises et de Français. Donc nous, on estime qu'il faut développer le logement social et pas attendre 2030 comme propose Hidalgo. Elle propose 30% de logements sociaux en 2030. Donc déjà, c'est une promesse. Il faut s'engager dans 17 ans. Moi, je vois ce gouvernement socialiste, il lui a fallu simplement 1 mois pour trahir ses premières promesses. Donc je ne vois pas pourquoi les Parisiens auraient envie de faire confiance pour 17 années. Et puis, en plus, c'est finalement s'engager en 2025 à appliquer la loi qui vous impose 25% de logements sociaux. Donc on se dit franchement, le PS dirige quasiment à tous les étages le pouvoir, conseil d'arrondissement, conseil de Paris, conseil régional, assemblée, Sénat, gouvernement. Bon, tout ça pourquoi? Pour oser appliquer la loi. Non, on peut réquisitionner les 100 000 logements et bureaux vides, et les 100 000, vous savez, c'est l'estimation basse. Et à ce moment-là, on peut très bien s'engager à appliquer les 30% de logements sociaux à la fin de cette mandature, et pas à 2030. Voilà, Mathusalem. Ensuite, la seconde question concernait l'architecture à Paris. Donc, quelle architecture durable pour un avenir à Paris futur? Alors ça, c'est une question qui, pareil, a besoin d'être creusée, parce qu'on est très fiers sur Paris d'avoir défendu un plan climat qui permet de planifier, même si les socialistes ne prennent pas cet argument-là, qui est la planification écologique que nous défendons, qui est de penser le temps long et de penser que c'est la puissance publique qui peut penser le temps long pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on est à la fois capable de faire un plan climat sur Paris et puis en même temps de laisser des projets architecturaux qui, d'un point de vue écologique, sont complètement aberrants, comme la tour triangle de bureaux qui est prévue pour le groupe Unibail au niveau du 15e arrondissement, au parc des expositions, qui est une tour de 180 mètres de haut, qui est un projet qui peut avoir un intérêt d'un point de vue architectural, mais qui d'un point de vue écologique est une aberration. Puisque 180 mètres de haut, on sait que c'est des architectures qui sont extrêmement énergivores, alors que nous sommes en capacité de concevoir un bâti qui puisse être autosuffisant d'un point de vue énergétique. Donc voilà ce qu'il faut développer, des bâtiments autosuffisants énergétiques, avec une conception d'aménagement du territoire des quartiers qui crée une mixité à proximité entre les activités de logement, d'emploi, de services publics, de culture, de parcs et jardins, le tout à moins de 30 minutes à pied, pour casser cet aménagement sauvage francilien de la métropole du Grand Paris, où on organise des concurrences entre territoires et des spécialisations de zones avec des architectures bien souvent inhumaines qu'on veut imposer au port de Paris à travers les tours de grande hauteur. Enfin, nous allons aborder l'économie. J'ai lu que vous souhaitiez promouvoir l'économie sociale et solidaire. Donc la Jeune Chambre économique, par ses actions, soutient et promeut régulièrement ce type d'économie. Pour vous, quel emploi justement des jeunes dans un Grand Paris solidaire? Alors, il me semble important d'essayer de voir aussi qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de l'emploi. Pourquoi est-ce que le chômage continue d'augmenter malgré les explications sur les courbes qui sont en disant inverses de notre président qui essaie de nous enfumer sur des interprétations et des anticipations qui à chaque fois s'inversent mois après mois. On est en train de tuer l'emploi en France en faisant croire que le problème de l'emploi c'est le coût du travail, alors que le premier problème de l'emploi aujourd'hui c'est le coût du capital. On va à nouveau en janvier prochain demander aux gens de supporter une augmentation de la TVA pour financer 20 milliards qui seront offerts par les accords les contrats de compétitivité emploi, mais qui vont aller aux grands groupes multinationaux et qui vont aller directement dans la poche de la rémunération des dividendes des actionnaires. C'est une logique complètement aberrante où on voit qu'on finance beaucoup plus le capital, où le capital a pu augmenter complètement ses profits au mépris de l'emploi, qu'il s'agisse du développement, de la création des biens et des services. Aujourd'hui, on ne trouve pas du tout normal que la fiscalité soit à ce point-là en défaveur des petites entreprises, de l'artisanat, des petits commerces, et si en faveur
des grands groupes et des intérêts financiers. Donc il faut déjà casser cette logique-là et l'inverser au niveau national. Et au niveau local, il faut se dire que la logique d'une collectivité doit être non pas d'aider n'importe quel type d'emploi. Je veux dire, quand la ville de Paris donne de l'argent à un dispositif qui s'appelle Paris Finance Innovation et qui va dans des grosses banques, je dis qu'on marche sur la tête. Je préférerais qu'on concentre l'argent dans les emplois qui sont utiles socialement et responsables écologiquement et qui, si possible, sont des emplois coopératifs de l'économie sociale et solidaire. Et en direction des jeunes, arrêtons de croire que c'est en baissant la rémunération ou le pseudo-coût du travail des jeunes qu'on va faciliter leur entrée sur le monde du travail. Moi, j'ai rencontré dernièrement, par exemple, le groupement des jeunes créateurs, où il y a un vrai travail social, plutôt d'éducation populaire, en direction des jeunes qui vont partir de leurs projets. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Et notamment les jeunes qui n'ont pas eu la chance, je suis persuadée, comme vous et moi, de faire des études après le bac et qui sont dans une situation d'échec, d'estime de soi négative, mais qui quelque part peuvent avoir un projet. Eh bien, ce groupement de jeunes créateurs, qui est très peu financé par la ville, fait un travail formidable d'accompagnement des projets et de les aider à réaliser leur projet, qui peut être un projet de création d'entreprise ou qui peut être à un moment donné se traduire par une réinsertion sociale dans le salariat. Développons ces moyens et ces accompagnements-là en mettant de l'argent d'abord vis-à-vis de ceux qui n'ont pas soit le capital culturel, soit le capital social, soit le capital scolaire pour pouvoir s'en sortir, alors qu'aujourd'hui j'ai plutôt le sentiment que les pépinières d'entreprise, l'argent est d'abord donné vis-à-vis de ceux qui en ont le moins besoin. Et dernière chose, je dirais que pour développer l'emploi à Paris, qu'il s'agisse des jeunes ou des moins jeunes, eh bien, il faut aussi se préoccuper de la question du logement et de la spéculation dont on parlait tout à l'heure. Car pour plein d'entreprises, le coût incompressible à Paris, qui les prennent à la gorge et qui les asphyxie, eh bien, c'est le prix, le prix des locaux. Donc, attaquons-nous à cela, faisons en sorte qu'à travers la politique de préemption du foncier, de municipalisation des sols, on se dote de moyens pour pouvoir mettre à disposition de celles et ceux qui veulent créer de l'emploi, et si possible un emploi diversifié, et qu'on conditionne nos aides en fonction de l'utilité sociale et écologique, mais en leur donnant les moyens d'accéder à des locaux. Ça, c'est des mesures très concrètes qu'une ville peut prendre. Très bien. Donc, dernière question, c'est l'économie numérique. On veut savoir quelle place vous y accordiez. Pareil, ça dépend pourquoi faire. C'est-à-dire qu'il faut toujours se préoccuper de quelle utilité sociale, écologique on veut donner à ce que l'on veut soutenir. Parce que si c'est de l'économie numérique pour mettre des écrans LCD dans le métro, vous savez, c'est des écrans LCD qui ont des petits capteurs et qui vont être capables de faire des tests marketing géants pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la pub. Et résultat, à votre insu, non seulement vous êtes sur le matraquage publicitaire, mais en plus, voilà, on est sur quelque chose qui dépense de l'énergie de manière aberrante. Par contre, dans le développement de l'économie numérique, à côté de cela, je suis vraiment pour qu'on soutienne beaucoup plus les EPM, les équipements publics numériques, qui permettent de lutter contre la fracture numérique dans l'ensemble des quartiers et pour donner à tout le monde l'accès aux outils informatiques, ce qui est encore loin d'être le cas. C'est qu'à Paris, on a quand même plus de 14% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Il faut s'en préoccuper et pas simplement se préoccuper, même s'il faut bien sûr continuer à accompagner, sur le numérique du soutien aux startups. Voilà. Très bien. Merci. Danielle Simonet, je vous remercie pour la sincérité de vos réponses. Merci encore pour votre participation aux entrevues. Merci de votre accueil et surtout de cette démarche très citoyenne qui va permettre aux citoyens de pouvoir comparer les discours de tous les candidats et de se faire une idée. Tout à fait. Voilà. C'est tout à votre honneur. Le de Paris poursuit ces interviews et mettra à disposition de l'ensemble des jeunes. Si vous souhaitez ajouter un message personnel ou direct à destination des jeunes, n'hésitez pas. Eh bien, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est ayez confiance en vous, voilà. Et retrouvez de la confiance individuelle, retrouvez de la confiance collective. C'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on s'épanouit, c'est comme ça qu'on s'émancipe. Je pense que c'est vrai d'un point de vue individuel et c'est vrai d'un point de vue collectif. Moi, je pense que le peuple de Paris doit reprendre confiance en lui et dans sa capacité à se réapproprier sa ville. Voilà, pour ça que mes listes s'appellent « À Paris, place au peuple ».